Bienvenue sur Empire Digital les amis, aujourd'hui petite vidéo pour vous expliquer pourquoi 1% de la population pourrit la vie de 99% de la population. Est-ce que ça vous est déjà arrivé dans une situation où vous êtes confronté à un organisme, où vous êtes confronté à une société, et il y a des process très rigides, vous essayez de parler à un support client, vous essayez de parler au personnel et on vous répond toujours des réponses préformatées, des réponses très corporate, des réponses qui ne comportent aucun risque et vous essayez d'avoir affaire à des êtres humains et vous avez vraiment l'impression d'avoir affaire à un mur. Et bien dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi ces situations existent et pourquoi elles doivent exister et pourquoi en tant qu'homme d'affaires, de plus en plus, je fais la même chose. Voyez-vous, j'ai eu un petit incident récemment dans un de mes Airbnb. C'était effectivement, déjà il faut savoir que dans mes Airbnb, moi je suis très pro-famille. Je mets à la disposition des familles des lits parapluies, des chaises hautes, lorsqu'ils ont besoin de quoi que ce soit, de quelque chose pour les aider effectivement en termes de confort, je me mets à leur disposition. Et c'est pas tant une question business parce que finalement j'ai pas vraiment besoin, il y a des familles, il n'y en a pas tant que ça pour mes appartements, en particulier les appartements un salon, une chambre. Mais je vais le faire en fait parce que je suis pro-famille, parce que je vais aider les gens tout simplement, je vais encourager les gens à avoir des familles. Et disons que mes valeurs personnelles font que pour moi ce serait presque une mauvaise chose d'être égoïste et de dire pas de famille chez moi, pas d'enfants chez moi. J'ai eu d'ailleurs des propriétaires, vous savez que je fais de l'arbitrage, les appartements que je mets sur Airbnb ne sont pas les miens. Donc pour ceux qui pensaient que vous ne pouvez pas faire du Airbnb parce que vous n'êtes pas propriétaire, vous vous trompez. En description, je vous apprends à faire ça gratuitement d'ailleurs. J'ai des propriétaires qui m'ont dit moi je veux pas d'enfants. Je leur ai dit effectivement pour moi, pour mon business, il y a quand même des gens qui viennent avec leurs enfants, je vais plus ou moins être obligé de les prendre. Sinon ça peut endommager mon business. Ce qui n'est pas forcément vrai puisque comme je vous l'ai dit, je pourrais en fait m'en sortir sans enfants. Mais c'est parce que je veux filer un coup de main aux parents, je veux faciliter la vie des parents. Moi-même, en tant que parent, quand je vois que, par exemple, dans certains vieux boomers égoïstes qui, par exemple, ragent parce que des parents voyagent en première classe et qui sont avec des enfants, et que le vieux boomer pense que les enfants devraient être interdits en première classe, ou interdits dans les croisières, ou interdits dans les restaurants, ou ceci ou ceci ou cela, ça me fout la rage. Pour moi, ces vieux égoïstes, il serait temps qu'ils passent l'arme à gauche et qu'on arrête de payer pour leur retraite. Mais bon, c'est un autre sujet. De toute façon, moi, je suis pas en France, donc je ne paye pas pour leur retraite. Mais enfin, voilà, ça c'est pour vous donner un peu de contexte. Mais des fois, en fait, vous allez vous trouver dans des situations où, comment dirais-je, entre ce que vous voulez faire, le bien que vous voulez faire, et les contraintes business vont entrer en clash. Surtout quand le business n'est pas, quand vous avez besoin d'un intermédiaire pour faire votre business, par exemple sur Airbnb, vous avez besoin de passer par cette plateforme, vous avez besoin donc de respecter les critères qui sont mis en place par la plateforme. Et même si vous n'avez pas de plateforme, par exemple vous êtes une entreprise, vous êtes obligé de respecter les critères législatifs qui sont en place par rapport à votre activité. On va y venir d'ici une seconde. Le problème que j'ai eu récemment avec un locataire, c'était qu'il voulait donc un lit parapluie pour son enfant, qu'évidemment nous mettons à leur disposition. Mais dans le lit parapluie en fait que nous leur offrons, il y a un petit matelas spécialisé, d'accord, un matelas vendu avec le lit parapluie, qui est normalement un matelas standard, un matelas qui respecte les comment dirais-je, les réglementations de sécurité vis-à-vis des bébés. Parce que si vous vous intéressez à la question sur internet, vous regardez toute la question autour de est-ce qu'un bébé doit dormir sur le côté, sur le ventre, sur le dos, avec les parents, sans les parents. Les critères aujourd'hui, j'allais dire de la communauté scientifique, les critères médicaux, ce que vous voulez, sont relativement drastiques sur cette question. On va vous expliquer par exemple qu'avant un certain âge, il ne faut surtout pas que l'enfant ait un oreiller, parce qu'il peut s'étouffer. Il ne faut pas qu'il ait une couverture, parce qu'il peut s'étouffer. Et pour le lit parapluie, eh bien, on dit que si vous mettez un matelas trop épais, peut-être trop mou, il est possible que dans son sommeil, l'enfant bascule sur le côté, que sa tête se coince entre l'espèce de petit grillage sur le côté et le matelas, et que sa tête se retrouve coincée, eh bien, il étouffe. C'est pourquoi les matelas standards qui sont fournis avec ces lits de voyage sont relativement petits, et on va dire un petit peu fermes, pour qu'il soit littéralement impossible que l'enfant s'étouffe entre la grille et le matelas. Pour des raisons de sécurité, pour respecter les conditions d'Airbnb, et évidemment pour des questions d'assurance, pour des questions légales, nous donnons donc à nos guests le petit matelas standard qui est approuvé par les organismes compétents en la question, et nous ne leur donnons pas donc de matelas plus élevés pour éviter qu'en cas de problème, nous puissions être responsables. C'est ce que donc j'ai expliqué à cette maman. Malheureusement, elle n'était pas satisfaite parce qu'elle voulait absolument le plus gros matelas. Je lui ai envoyé des articles sur internet, je lui ai dit vous voyez il y a ces risques là, nous on ne peut pas prendre ces risques là, je comprends tout à fait qu'en tant que maman,
vous vouliez un matelas plus confortable pour votre bébé. Personnellement, à titre personnel, j'ai fait du cododo avec mes bébés, même si on disait que c'était dangereux. J'ai fait dormir mes bébés sur des matelas plus épais, même si on disait que c'était dangereux. J'ai fait dormir mes bébés sur le côté parce que c'était plus confortable, même si on disait que c'était dangereux. Mais ça, c'est à titre personnel. Lorsqu'il est question, lorsque vous agissez en tant qu'entreprise, vous ne pouvez pas prendre ce genre de risque pour vos clients. Et donc, j'essaie d'expliquer ça à la locataire, à la cliente plus ou moins, parce que sur Airbnb, ce sont des clients. Attendez, je vais juste rapprocher ça. Le cigare ne me vienne pas en pleine gueule. Et malheureusement, elle n'a pas accepté ça. Alors elle a été relativement cordiale, mais après c'est son mari qui a voulu m'appeler sur Airbnb. Après que je lui ai tout envoyé sur Airbnb, alors ça c'est d'ailleurs quelque chose que je trouve assez intéressant, c'est quand vous avez des gens qui sont face à une situation et vous leur donnez par écrit toutes les raisons pour lesquelles vous faites ça, ça ou ça, et ils veulent vous appeler. Et quand vous appelez, vous savez qu'en fait l'appel ne va mener à rien puisque plus ou moins vous avez déjà expliqué tous les tenants et aboutissants par téléphone. Donc le gars il appelle, et je savais très bien ce qu'il allait dire, il va nous dire « Oui mais moi je suis déjà allé dans d'autres établissements où on me donnait ça. » Très bien, il n'y a pas de souci. Simplement monsieur, nous, pour des raisons légales, pour ne pas avoir de problème, puisqu'on n'a pas juste un appartement comme ça, et on fait ça un peu à l'arrache, on fait ça comme une entreprise, on fait ça comme un vrai business. Donc il y a des assurances derrière, il y a des avocats derrière, il y a des avocats, il y a mon avocat derrière, et puis il y a effectivement les conditions de sécurité d'Airbnb, on a des centaines de guests par an. Vous comprenez qu'il suffit d'un seul accident pour que nous soyons mis dans des situations très difficiles. C'est pourquoi nous ne pouvons pas donc vous donner un matelas supplémentaire. Nous n'avons pas de matelas supplémentaire. En plus de la question de l'étouffement dont j'ai parlé, il y a d'autres questions, la question de l'hygiène. Un matelas que les bébés vont passer d'un bébé à l'autre, s'il y a un bébé qui a vomi dedans, s'il y a un bébé qui effectivement boit du lait, renverse du lait dedans, qu'après le lait est dans le matelas, il se forme des bactéries. Il y a des questions d'hygiène à respecter. Alors effectivement, on pourrait entre chaque guest nettoyer le matelas, l'emmener au pressing, auquel cas ça augmenterait drastiquement nos coûts. Alors que là, on peut tout simplement offrir le lit bébé gratuitement. Malgré toutes ces explications, le monsieur il n'a pas été content, il a commencé à hausser le ton, il a commencé à dire l'appartement n'est pas équipé, alors que l'appartement est complètement équipé pour recevoir des enfants. Et il n'a pas été satisfait. Moi évidemment, je suis resté très professionnel et je lui ai tout simplement répété la chose. Vous savez, des fois vous êtes face à ces gens, ils vous disent je vais passer à travers ce mur. Vous dites monsieur, je comprends, mais c'est un mur en briques, vous ne pouvez pas passer à travers. Oui, mais si je passe pas à travers, je vais rater mon bus. Je comprends, mais c'est un mur en briques, vous ne pouvez pas passer à travers. Oui, mais moi je dois passer à travers le mur parce que sinon je vais pas pouvoir aller dans un endroit important. Je comprends monsieur, mais c'est un mur en briques, vous ne pouvez pas passer à travers. Oui, mais moi il m'est déjà arrivé de passer par-dessus des grillages. Je comprends monsieur, mais c'est un mur en briques, vous ne pouvez pas passer à travers. Et ils vont continuer de discuter parce qu'ils ont besoin en fait de sentir qu'ils ont fait quelque chose. Il y a aussi beaucoup d'ego là-dessous. Il y a le côté j'ai payé et j'ai pas ce que je veux. Si je ne me bats pas, je me suis fait avoir. Or, je ne veux pas être le dindon de la farce, donc je vais me battre. Alors que ça ne sert à rien. Le problème, c'est que sur Airbnb, en tant que si vous n'avez jamais été hôte sur Airbnb, vous ne le savez peut-être pas. J'ai déjà entendu des choses absurdes d'ailleurs à ce sujet, mais sur Airbnb, je vous rassure tout de suite, le support Airbnb est presque toujours du côté du client. Et c'est normal, puisque la main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit. Donc les gens qui payent sont ceux à qui on va, entre guillemets, donner l'avantage, et le support Airbnb sera presque toujours du côté du client. Par conséquent, si un guest vient chez moi et que il se plaint parce que justement il n'a pas eu de matelas supplémentaire, vous pouvez lui expliquer les raisons légales en long, en large et en travers. Déjà, comme je vous l'ai déjà expliqué, la mauvaise note n'est pas, les gens ne mettent pas forcément une mauvaise note qui est en lien avec le problème qu'ils ont eu, parce que des fois, ils savent que le problème qu'ils ont eu ne justifie pas la mauvaise note, donc ils vont trouver d'autres excuses pour vous mettre une sale note et que vous ne puissiez pas dire effectivement c'est pas de votre faute. Par exemple, il n'y avait aucun problème d'hygiène, mais tout à coup, comme il ne peut pas avoir son matelas, il commence à trouver de la poussière dans l'appartement. Ça, c'est un coup classique. Ce qui va se passer, c'est que les autres, sachant très bien que c'est très difficile de faire retirer une mauvaise note sur Airbnb, sachant qu'Airbnb va toujours se mettre du côté des clients, les autres vont commencer à se dire attention, parents qui viennent avec leurs enfants égale une probabilité d'avoir des problèmes plus élevée. Et il y a des autres qui, pour se défendre, pour protéger leur entreprise, vont tout simplement refuser les enfants. Alors, je ne sais pas si vous pouvez vraiment refuser des enfants sur Airbnb, mais tout simplement vont dire nous n'avons pas une infrastructure qui puisse accueillir des enfants. Donc, il n'y a pas de chaise haute, il n'y a pas de lit pour bébé, il y a peut-être des escaliers, il y a peut-être des choses comme ça. C'est pas un endroit pour les enfants. Vous venez avec vos enfants, c'est votre problème. Et ce faisant, du coup, les gens qui vont chercher sur Airbnb des bookings qui peuvent plus ou moins accueillir les enfants ne vont plus tomber sur ces listings-là. Et le problème, c'est que, comme j'ai dit, il y a peut-être 9 familles
ou allez, 8 familles, ou 7 familles, qui seraient venues et qui n'auraient pas posé problème, qui auraient compris la difficulté que j'ai et la raison pour laquelle ils ne peuvent pas avoir ce qu'ils demandent. Mais il suffit qu'il y en ait un, ou deux, ou trois, 3 sur 10 par exemple, 30%, 20%, 10%, qui soient problématiques pour que l'autre se dise, pour me protéger de ces 10%, je vais tout simplement refuser d'avoir les bébés, les familles chez nous. Et du coup, quelles conséquences à long terme ça va avoir ça sur le marché d'Airbnb? Ça veut dire que les gens qui veulent voyager avec des familles auront de plus en plus de mal à trouver des accommodations. Et ce qui est vrai sur Airbnb est vrai partout. Je prends un autre exemple immédiatement. De la fois, j'avais eu une discussion, vous savez, je vous ai dit, je suis pro-famille. On discutait entre amis, justement avec ma femme également, de ces hôtels qui refusent d'avoir des enfants. Ce sont des hôtels, on vous dit, c'est uniquement pour les adultes, les enfants sont interdits dans l'hôtel. Et je trouvais ça parfaitement normal. Et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà parce qu'il y a des gens, effectivement, il doit y avoir un marché pour tous. Les hôtels qui refusent les enfants n'empêchent pas les hôtels qui acceptent les enfants d'ouvrir leurs portes. Mais il y a aussi le côté, rendez-vous bien compte que lorsque les parents viennent dans un hôtel avec des enfants mal élevés, l'hôtel ne peut rien faire. Le personnel de l'hôtel ne peut pas parler aux enfants. Le personnel de l'hôtel ne peut encore moins lever la main sur les enfants. La seule chose que le personnel peut faire, c'est très poliment demander aux parents, demander aux enfants de se calmer. Ce qui 9 fois sur 10 va énerver les parents parce qu'ils vont le prendre personnellement. Ils vont se dire comment vous osez critiquer mon éducation, comment vous osez critiquer mes enfants. Et du coup l'hôtel se retrouve dans une situation difficile où ça peut créer de gros conflits parce que ou bien ils vont être obligés d'exclure, de dire aux parents vos enfants sont problématiques, vous dégagez de l'hôtel. Et ça peut très vite faire un scandale, il suffit que la presse s'en mêle. Et là on peut très vite imaginer un article, tel hôtel a viré une famille parce qu'ils n'aimaient pas les enfants. Et là l'hôtel va avoir une réputation catastrophique, alors que de facto l'hôtel avait raison de le faire. Ou bien, la situation politiquement correcte, l'hôtel ne fait rien, et par conséquent les clients qui eux cherchent de la tranquillité ne vont plus venir dans cet hôtel. Et l'hôtel va donc perdre petit à petit en chiffre d'affaires et tout simplement faire faillite pour contenter quelques parents qui ne sont pas capables d'éduquer leurs enfants correctement. Et je ne mets pas tous les parents dans le même panier, mais rappelez-vous, il suffit que sur 10 familles, il y en ait une seule qui pose problème pour que l'établissement se retrouve en difficulté. Et c'est pour ça que petit à petit, vous tombez en fait sur des... Les gens ne se rendent pas compte, ces parents ne se rendent pas compte qu'avec leur comportement exécrable, ils heurtent toutes les familles. Ils ne se rendent pas compte que si tout le monde se met à faire ce qu'ils font là, ils peuvent avoir l'impression d'avoir une gain de cause à un instant T. Mais ils ne se rendent pas compte que si dans 5 ans, si dans 10 ans, vous avez 90% des listings qui disent pas de famille, c'est précisément à cause de comportements comme ça. Si dans le futur, vous allez avoir des listings qui demandent des frais exorbitants pour recevoir des familles avec des enfants, c'est à cause de ce genre de comportement. Et donc, encore une fois, les débiles mentaux, les gauchistes vont aimer toujours critiquer le propriétaire. Ah, le sale proprio, il est anti-enfant, etc. Donc des fois, c'est tout simplement le cas, ça c'est vrai. Mais des fois, c'est un homme d'affaires comme moi qui a été forcé par le marché, par les incentives qui sont mis en place, ou bien par le contexte législatif, ou bien par le système, auquel cas par le système d'Airbnb, le système de notation juxtaposé au fait que le service, le support client d'Airbnb soit toujours du côté des clients. Ces deux systèmes vont pousser donc les hôtes à prendre des mesures pour se protéger contre les gens à problème. Je ne vais pas m'étendre sur ce sujet, mais vous savez également que sur Airbnb, on ne voit pas la photo du client avant qu'il book. Vous savez très bien pourquoi. Parce que les hôtes, s'ils pouvaient voir la photo des clients avant le booking, vous savez très bien qu'il y a une catégorie de clients qui aurait beaucoup plus de difficultés à avoir des bookings, parce que les autres, pour se protéger, sachant que certaines catégories de personnes, pour être poli, ont plus de probabilité de dégrader ou d'être des clients problématiques, tout simplement, les autres ne prendraient pas ces clients-là. Donc Airbnb a décidé de cacher effectivement les photos, et on ne peut pas voir la photo du client avant de le recevoir pour éviter justement que les autres se défendent contre certaines catégories de clients, ce qui ferait faire un énorme scandale. Mais pour le coup, il y a évidemment des proxys pour ça, il y a des façons de faire pour éviter d'avoir certaines clientèles. Indirectement, le prix évidemment est une barrière extrêmement efficace. Le quartier dans lequel vous allez mettre votre Airbnb est évidemment une barrière extrêmement efficace. Et évidemment, on a aussi AirCover et le système de notation des clients qui existe aussi pour protéger un peu les autres. Mais là, pour le coup des familles, en fait, c'est très simple. Il suffirait aux autres, moi il me suffirait, si j'ai trop d'embrouilles avec des familles, si je vois que
une famille sur 2, une famille sur 3, même une famille sur 5 est problématique, eh bien peut-être qu'à terme, je me dirais, il n'y a plus de famille, il n'y a plus de famille qui tiennent. Ou alors, vous voulez le lit parapluie, c'est 100 euros. C'est tout simplement 100 euros. Parce que pour 100 euros, je peux aller vous chercher un matelas tout neuf, effectivement, à Auchan s'il le faut ou quoi, et vous le mettre. Enfin, c'est pas moi qui le ferai, ce sera ma femme de ménage. Mais même si je vous ferai un matelas tout neuf, il y aura toujours le problème légal. Donc vous voyez que ça peut quand même, c'est même pas qu'une question de prix en fait. Posez-vous toujours la question. Vous avez vu, j'ai vu une vidéo aussi hier sur cette bonne femme qui avait demandé à ce que je dérange ma femme de ménage, je dérange le nouveau client, que je renvoie ma femme de ménage dans l'appartement alors qu'il y avait un nouveau client, parce qu'elle avait effectivement oublié, elle pensait avoir oublié sa veste dans l'appartement, elle a commencé à nous accuser, à accuser tout le monde, elle voulait qu'on fasse tout ça gratuitement. Le monde vraiment gravitait autour de son nombril, elle voulait qu'on fasse tout pour elle, qu'on dérange tout le monde pour elle gratuitement, parce qu'elle a oublié son bien. Et il y a beaucoup de gens en fait pour qui le monde tourne autour de leur nombril. Ils sont incapables de se mettre à la place des autres, mais aussi de se poser une question très simple, que vous devriez toujours vous poser. Cette question est la suivante. Si tout le monde faisait comme moi pendant 30 ans, quelles seraient les conséquences à long terme sur la société ? Posez-vous toujours cette question-là. C'est la même question quand on jette un papier dans la rue. Oh, un papier, ça va rien changer. Mais si tout le monde jette ses papiers dans la rue, tout le temps, pendant 30 ans, qu'est-ce qui va se passer ? La ville sera une porcherie. Et quand vous allez commencer à réfléchir comme ça, vous allez comprendre pourquoi vous allez arriver dans des établissements, que ce soit de l'hôtellerie, dans l'industrie de l'hospitalité ou n'importe quelle industrie d'ailleurs. Et vous voyez qu'il y a un blocage quelconque. Par exemple, je ne sais pas moi, pour accéder à telle pièce, il faut biper, il faut le bip. Et vous avez oublié votre bip. Et vous avez vraiment besoin d'aller dans la pièce parce que dans la pièce, il y a un document dont vous avez besoin pour une présentation business, c'est une question de vie ou de mort, et vous suppliez le staff d'ouvrir la pièce. Et le staff vous répond avec des réponses préformatées. Monsieur, nous sommes navrés, nous ne pouvons pas ouvrir la pièce pour les clients. Si vous avez perdu votre bip, nous allons devoir faire remonter à la hiérarchie, on va ouvrir un dossier, on va retrouver votre bip, ou on va vous donner un nouveau bip, et c'est avec ce nouveau bip que vous pourrez accéder à la pièce et récupérer vos documents. Le problème, c'est que vous avez besoin de vos documents pour cet après-midi parce que vous avez une présentation business importante. Le staff, malheureusement, n'ouvrira pas la pièce. Pourquoi ? Parce que il suffit qu'il y ait une personne sur 1000, une personne sur 10 000 à qui on ouvre la pièce. Elle rentre dans la pièce, elle vole un document peut-être qui n'est pas à elle, ou un document se perd. Une enquête est menée et on va chercher qui est-ce qui a ouvert la pièce en dernier. On va voir que c'est le staff qui a ouvert la pièce. Et donc la responsabilité maintenant est mise sur le staff et mise sur l'établissement. Pour éviter donc ce type de responsabilité, le staff va se cacher derrière des procédures qui sont déshumanisantes, vous avez l'impression de parler à un mur, qui sont très frustrantes. On voudrait parler à des êtres humains, on voudrait dire aux gens, écoute mon gars, tu viens avec moi, tu me regardes faire, tu vas voir que je vais rien voler. Mais le staff n'ouvrira pas la pièce. J'ai pris un exemple un peu conceptuel comme ça. Mais vous comprenez pourquoi des fois vous êtes dans des situations où vous avez l'impression de parler à un mur, vous avez l'impression que le problème peut être réglé en 5 minutes, et malheureusement il y a un process qui va vous empêcher de régler le problème. Et ça peut avoir des conséquences vraiment calamiteuses dans votre vie, mais on n'outrepassera pas le process. Pas à cause de vous, pas à cause du mec qui viendra après vous, mais parce que peut-être que le millième mec qui fera ça, ou le millième mec qui demandera ça, lui il va poser problème, et il posera peut-être de très gros problèmes à la société, y compris des problèmes légaux, mais aussi des problèmes concernant sa réputation. Pour reprendre sur Airbnb, là, je vais parler un peu plus concrètement pour les gens qui s'intéressent à ce sens là-dedans, un conseil que je peux vous donner. Ne donnez jamais aux clients, de leverage, donc de choses dont ils pourraient se servir contre vous. Je vais reprendre l'exemple, par exemple, des gens qui ont oublié quelque chose chez vous. J'ai expliqué hier en long, en large et en travers pourquoi ça peut très rapidement devenir un enfer logistique quand un client oublie un objet chez vous et vous demande d'aller le récupérer et de le lui rendre, ne serait-ce que dans l'après-midi. Le client, par exemple, vous dit « J'ai oublié ça, je reviens dans 2 heures, est-ce que vous pouvez me le garder ?» Si vous avez fait l'erreur de dire « Oui, j'ai pris votre porte-monnaie, quoi que ce soit, je vous le garde », vous pouvez être dans de beaux draps. Imaginons que la personne, une demi-heure après, vous renvoie un message et vous dise « Finalement, je ne peux pas venir cet après-midi, je viendrai demain. » Mais le lendemain, elle ne vient pas. Et elle vous dit « Finalement, je reviendrai le mois prochain. » Vous êtes maintenant en possession de son porte-monnaie. Donc s'il y a des transactions qui sont faites sur Internet, s'il se passe quoi que ce soit, il pourra se retourner contre vous en disant « C'est mon propriétaire Airbnb qui avait mon porte-monnaie pendant cette période-là. Et en voici la preuve sur la discussion. » Et là, vous êtes dans de beaux draps.
Pourtant, initialement, la personne était censée venir récupérer le bien en 2 heures. Il lui a suffi de changer d'avis. Maintenant, vous avez la responsabilité de son porte-monnaie et de ses affaires. Deuxième possibilité, la personne vous demande de l'envoyer par la poste, mais il vous donne la mauvaise adresse, ou la poste se trompe. Maintenant, vous êtes obligé pendant des heures, pendant des jours, pendant des semaines de rester en relation avec ce client et avec la poste pour lui retourner son objet. Pour vous, c'est un enfer logistique, vous avez autre chose à faire, vous faites tout ça gratuitement pour le client. D'accord ? Il est beaucoup plus simple de dire au client, nous n'avons rien retrouvé dans l'appartement, mais si vous pouvez revenir dans moins de 2 heures avant le prochain client et que vous pouvez remonter dans l'appartement pour chercher par vous-même, alors là, on peut vous permettre de faire ça gratuitement. Ou alors, si vous le souhaitez, nous pouvons renvoyer une équipe pour chercher de nouveau dans l'appartement, mais ça, on va devoir vous le facturer parce que ça demande de dépêcher une équipe et ça demande de déranger le nouveau client. Mais ne dites jamais au client que vous avez trouvé son objet. Parce qu'une fois que ça c'est dans la conversation, il va pouvoir s'en servir contre vous. Et même si le client est insupportable, même si le client est vraiment pourri gâté, capricieux, etc., s'il y a le moindre élément dans la discussion qui puisse lui permettre de framer la situation de telle manière à ce que vous soyez fautif, Airbnb se mettra de son côté. Donc, si vous êtes propriétaire, posez-vous toujours la question, est-ce que dans ma phrase, il y a un élément qui peut se retourner contre moi ? Et s'il y en a un, retirez cet élément. Si vous êtes client, comprenez que les gens avec qui vous parlez mettent en place des processus de sécurité pour se défendre, non pas contre vous forcément, mais contre d'autres clients qui pourraient exploiter les failles et qui pourraient mettre en danger l'entreprise. Je vous prends un troisième exemple. Des gens louent un logement et le propriétaire dit c'est maximum, une maison par exemple, c'est maximum 6 personnes et pas une de plus. Vous savez que si votre logement ne peut accueillir que 6 personnes et que vous en acceptez 8, qu'il y a des gens qui dorment par terre par exemple et qui vont ensuite se plaindre sur Airbnb, ce sera de votre faute. Même si à la base le logement spécifique c'était pour 6 personnes. Il suffira au client de dire à Airbnb, ah mais oui mais on est venu à 8 et il nous a dit que c'était ok. Ce sera de votre faute. Si la personne décide de dormir sur le palier et qu'il y a une caméra qui donne sur le palier, qui donc normalement est légale, parce que sur Airbnb, les caméras n'ont pas le droit de filmer les zones où on dort, mais elles ont le droit de filmer par exemple le jardin. Mais vous étiez limité à 6 personnes, ils viennent à 8, finalement vous acceptez, et il y en a 2 qui dorment dans le jardin. Ils dorment à la Belle Étoile, mettons que ce soit un endroit touristique, dans une île par exemple, un endroit tropical. Eh oui, mais là, il y a une caméra qui filme cet endroit. Et ils y ont dormi. Donc c'est une zone où on dort. Et par conséquent, ils peuvent se plaindre sur Airbnb et vous pouvez être banni d'Airbnb pour ça. Vous voyez comme simplement accepter un tout petit truc, faciliter la vie de votre client peut très rapidement se retourner contre vous. Et pas des petites conséquences. La conséquence, ça peut littéralement être la fin de votre activité. C'est pourquoi il est extrêmement important de se défendre contre ses clients. Mais maintenant, je vais vous parler dans une autre situation. Le client donc arrive à 6. Il arrive à 6 et à 8 et vous aviez dit c'est 6 personnes maximum. Bon, très bien. Il insiste. Vous finissez par accepter. Le problème, c'est qu'en tant que propriétaire, vous avez justement eu des personnes qui vous ont fait le même coup la semaine dernière et qui ont fait la fiesta. Ils ont saccagé votre maison, ils ont ramené des chaises dehors, les pieds de la chaise ont été abîmés. Vous vous êtes juré que plus jamais vous n'accepteriez ça, mais là, c'est une famille, ils ont l'air gentils. Bon, allez, vous acceptez. Mais vous dites à la personne, écoutez, j'accepte, mais vous savez, j'ai eu des problèmes avec ces situations-là. Donc moi, je vais passer régulièrement pour m'assurer que tout aille bien. Je rentre pas chez vous, mais je passe simplement devant la grille parce que j'habite à côté. C'est pas contre vous, mais pour moi, c'est pour m'assurer que mon bien est bien géré. La famille en question, qui est donc venue à 8 au lieu de venir à 6, elle dit oui. Parce que bien sûr, le propriétaire, il a accepté, quelles que soient ses conditions. Maintenant, on va dire, mais oui, mais vous inquiétez pas. Mais il y a une personne dans la famille, par exemple une femme, qui va trouver que finalement, ce proprio, il passe, il repasse devant la grille. Ça l'emmerde. Voilà, pourquoi il arrête pas de passer? Pourquoi il arrête pas de nous regarder? Franchement, il est pas si sympa que ça, ce proprio. Je trouve qu'il nous sermonne un petit peu trop. Il nous prend pour des enfants ou quoi? Et là, la personne va commencer à ne plus apprécier évidemment son voyage parce que finalement, il y a eu une tension avec son propriétaire. Même si la tension vient du fait que, plus ou moins, le client a forcé le propriétaire à accepter de guests supplémentaires. Et donc, comme cette personne la cliente maintenant va commencer à être tendue, eh bien, elle va commencer à trouver des défauts à la maison. Finalement, les lits ne sont pas si confortables. Dans telle pièce, il n'y a pas de climatisation. Les assiettes sont mal lavées. In fine, le propriétaire qui avait voulu être gentil, qui a permis au client de venir avec 2 guests supplémentaires que ce qui était prévu, va se retrouver avec une mauvaise note parce que
le fait d'accepter, mais en expliquant bien au locataire, au client qu'il faut faire attention, ça a créé une tension. Le client n'était pas content, il a mis une mauvaise note. Et donc vous avez voulu rendre service à votre client, résultat, vous avez une mauvaise note. Ça, comme je vous l'ai dit, c'est encore la meilleure situation, puisque vous pouvez être dans des situations où ça peut aller beaucoup plus loin. Demandez-vous toujours en tant que propriétaire quelle responsabilité vous êtes en train de prendre. Et quelle est la pire situation qui puisse vous arriver une fois que vous avez pris cette responsabilité. Et ça vous fera réfléchir à deux fois. Si maintenant vous êtes propriétaire, que des personnes vous disent on arrive à 6 et qu'ils arrivent à 8, vous leur dites la chose suivante. Je suis désolé, le logement est prévu pour 6 personnes, nous ne pouvons pas prendre 8 personnes. Si je vois qu'il y a une personne de plus dans le logement, je serai obligé de contacter le support Airbnb. Et en fait, ne dites même pas ça. Refusez tout simplement, contactez directement Airbnb et dites-leur les personnes sont venues à 8 au lieu de venir à 6. Et le mieux, surtout si vous avez une maison, c'est d'avoir une caméra qui ne filme jamais l'intérieur de la maison, appelez-vous bien, mais qui filme l'entrée pour pouvoir prouver à Airbnb qu'ils sont bel et bien arrivés à 8. Une fois qu'ils sont arrivés à 8, c'est à Airbnb et à eux d'annuler le booking, surtout pas à vous en tant qu'hôte. Mais une fois que le booking est annulé, vous pouvez tout simplement dire nous, notre politique, c'est pas de remboursement. Donc, vous êtes venu, vous n'avez pas respecté nos conditions, vous êtes venu avec un groupe qui ne pouvait pas emménager dans cette maison, donc vous avez été forcé d'annuler votre séjour et vous n'allez pas être remboursé. Les locataires vont être enragés, mais c'est leur problème parce que c'est leur responsabilité. Ils ont dit qu'ils venaient à 6, il ne fallait pas venir à 8. Ils vont être enragés, mais ils ne pourront rien faire contre vous puisque vous avez tout fait pour respecter les conditions d'Airbnb. Ce sont eux qui n'ont pas pris leur disposition, ce sont eux qui ont essayé de dépasser la limite. Vous en avez la preuve, et maintenant vous pouvez vous défendre et vous avez tout simplement empoché le pognon sans avoir à gérer des locataires qui seraient peut-être devenus problématiques. Conclusion de cette vidéo, les amis. Quel que soit votre secteur d'activité, euh, on a tous envie de rendre service à nos clients. On a tous envie de faire des petites entorses au règlement. Vous savez, on a tous envie d'être ce manager qui arrive et qui dit non, vous inquiétez pas, on va faire une entorse au règlement juste pour vous. On va rendre la situation plus facile pour vous. Et vous imaginez que le client vous sera 1000 fois reconnaissant. Déjà, il ne vous sera pas reconnaissant, il estime que c'est indu. Deuxièmement, si vous avez fait une entorse au règlement, il en demandera une deuxième puis une troisième. N'oubliez jamais, les clients chieurs ne s'arrêtent jamais. Si une personne vous a demandé de faire une entorse au règlement, elle en demandera une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième, jusqu'à ce que vous ne puissiez plus faire d'entorse. Et là, il vous mettra la mauvaise note parce qu'il sera frustré. Donc, dès le début, établissez des bases claires. Il y a un règlement, nous ne pouvons pas l'outrepasser. N'hésitez pas à vous cacher derrière le règlement d'Airbnb, derrière les règles en matière de législation et de sécurité, et également derrière le propriétaire de l'appartement. Vous pouvez dire, moi je suis un manager, même si vous êtes propriétaire, je suis un manager, c'est le propriétaire qui établit ces règles, malheureusement, je vous comprends, je suis de votre côté, j'ai essayé d'en discuter avec vos propriétaires, mais il ne peut pas les changer. Comme ça, le client, ça peut l'apaiser. Ce qu'il ne faut jamais faire, c'est mettre un client au pied du mur, sauf dans des situations extrêmes telles que celles dont je viens de vous parler avec les personnes qui viennent à 8 au lieu d'être 6. Mais dans la mesure du possible, mettez-vous toujours du côté du client. Vous avez envie d'être ce manager qui voudrait faire quelque chose, mais qui ne peut pas et qui comprend le client. C'est la meilleure position dans laquelle vous puissiez vous trouver pour apaiser un client insupportable, apaiser un client qui demande des choses qui ne sont pas possibles, en minimisant les dégâts. Quant à vous, si vous êtes un client, que ce soit un client Airbnb ou de manière générale, lorsque vous avez affaire à des entreprises qui ont des process, lorsque vous avez l'impression de parler à un mur, lorsque vous avez l'impression que le staff est simplement bon à répondre des réponses préformatées, gardez en tête que c'est pas à cause du business, c'est pas parce que le staff est débile, c'est pas parce que le manager est rigide, c'est parce qu'il y a d'autres clients, des clients comme vous, qui mettent en danger le business. Et le business est obligé de se protéger de ces clients-là. C'est à cause d'autres clients que vous êtes obligé de parler à un mur. Comme je vous l'ai expliqué la dernière fois, les prix des loyers sont chers, c'est pas à cause des propriétaires, c'est à cause des autres locataires qui se mettent en compétition avec vous et qui vont augmenter les prix, qui vont dire essentiellement je suis prêt à payer plus cher pour cet appartement. Et un autre qui va dire moi encore plus cher, jusqu'à ce qu'on atteigne un équilibre entre l'offre et la demande. Vous n'êtes souvent pas en compétition avec un business. Vous avez l'impression, c'est vous contre le méchant manager, mais c'est jamais comme ça. Vous êtes en compétition avec les autres gens comme vous. Vous êtes en compétition avec les autres clients. Vous êtes en compétition avec les autres familles. Vous êtes en compétition avec les autres locataires. Vous êtes toujours en compétition avec d'autres gens comme vous
Et il suffit que les gens de votre groupe, donc les clients, il suffit qu'il y en ait 1 sur 10 qui soit problématique, qu'on prenne des mesures pour ne plus jamais avoir à être confronté à ce 1 sur 10, même si malheureusement ces mesures vont impacter le 9 sur 10. N'hésitez pas à mettre en commentaire, les amis, des témoignages si vous en avez. Vous avez été dans des situations pareilles où vous avez dû, en tant qu'homme d'affaires, en tant que businessman, mettre en place des process pour vous protéger contre 10% de la clientèle, si vous avez eu des clients insupportables. Si vous êtes vous-même client, quel que soit l'organisme duquel vous êtes client, et que vous avez l'impression de parler à un mur, vous avez l'impression qu'on est dans un monde où il n'y a plus d'humains, c'est que des machines, c'est que des process. Est-ce que vous avez compris pourquoi on est obligé, nous les businessmen, de mettre en place ces process? Si vous voulez vous lancer dans Airbnb et que vous n'avez pas d'argent, vous n'êtes pas propriétaire, je vous apprends à le faire en description, c'est gratuit. Abonnez-vous également à ma newsletter, je vous donne un maximum de valeur pour casser vos pensées limitantes, faire exploser votre potentiel. Votre cerveau est une machine magnifique, mais il faut savoir l'exploiter. Et évidemment, il y a dans ma newsletter également un article qui explique étape par étape comment lancer un Airbnb sans être propriétaire. Et je vous explique même sous format vidéo dans ma formation gratuite. Si vous avez déjà des Airbnb, que vous souhaitez optimiser votre listing, que ce soit gagner plus d'argent, avoir un meilleur taux d'occupation. Moi j'ai un taux d'occupation de 90%. On peut en parler. Donc posez-moi mes questions en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Bien également, vous pouvez tout simplement suivre ces vidéos, on s'abonne, on met la cloche pour pouvoir recevoir régulièrement mes conseils en business, en mindset et plus spécifiquement sur le Airbnb. N'oubliez pas également que moi je suis expatrié, donc si vous voulez vous barrer de la France parce que vous en avez marre des taxes exorbitantes ou de l'insécurité, je peux vous y aider également. Ça se passe dans ma newsletter, ça se passe en section commentaires. Je suis également sur Twitter et sur Instagram. Donc on s'abonne et sinon on se retrouve la prochaine fois pour un nouvel épisode sur Empire Digital.